Tu as du cash à placer et tu te demandes s'il vaut mieux l'investir dans un bien immobilier où il y a potentiellement un effet de levier via le crédit bancaire ou alors tout simplement le placer en bourse. Justement, dans cette vidéo, je te compare les deux stratégies d'investissement avec des données précises pour t'aider à faire le bon choix. Et tu seras bien étonné du résultat. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin pour profiter du clou du spectacle qui est un super cas pratique avec des chiffres concrets pour que tu vois bien la différence entre les idées reçues et la réalité. Hello la diaspora, bienvenue sur votre chaîne Diaspora Elite Finance. Je suis Ghislaine Billoc-Martinez. J'ai 10 ans d'expérience auprès de la première banque européenne et française. Par ma voix, cette chaîne va mettre gratuitement à ta disposition toutes les astuces financières, bancaires, fiscales et les stratégies d'affaires dont on ne vous parlera pas dans les banques classiques et qui te permettront de structurer solidement ton patrimoine. Ces thématiques t'intéressent, témoigne de ton soutien et abonne-toi à la page. Nous mettons une vidéo instructive chaque semaine et cela pourrait t'aider à améliorer tes finances. Alors revenons à notre sujet principal qui est le duel entre l'investissement immobilier et l'investissement financier en bourse. Je vais commencer par vous présenter les concepts généraux. À savoir, un achat immobilier, c'est investir dans un bien physique. Ça peut être un logement, un local ou un terrain. Le but ici, c'est de percevoir des loyers et de le revendre plus tard à un prix supérieur. Et un placement financier, c'est investir en bourse, soit en achetant des actions, des obligations, des ETF ou tout autre produit financier. Si tu ne comprends pas ce que c'est les actions, les obligations, les ETF, je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière qui justement détaillait ces trois principaux actifs de la bourse. Le but en faisant un placement financier, c'est de fructifier son argent grâce au rendement et des dividendes. Alors il faut savoir que les deux investissements comportent des risques. Concernant l'immobilier, les risques principaux sont problème d'impayés via les locataires, la vacance locative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver de locataires, la dégradation du bien, un locataire peut vivre à l'intérieur et en partant, il dégrade le bien, ce qui va nécessiter des travaux importants. Le remplacement des équipements, il peut arriver qu'on ait à changer une chaudière dans un appartement et ça coûte beaucoup d'argent. Des travaux de façade, parce que l'appartement peut être dans un ensemble immobilier ou dans un immeuble, il faudra prévoir des travaux pour refaire les façades. Et à chaque sortie d'un locataire, il faut prévoir un rafraîchissement, donc des petits travaux de rénovation. Et d'autres petits travaux qu'il faut prévoir comme ça parce que c'est de l'immobilier, l'imprévu n'est jamais bien loin. Et par ailleurs, actuellement avec l'inflation, les taux sont trop élevés, donc il y a peu d'emprunteurs sur le marché et le peu de personnes qui sollicitent l'achat de biens immobiliers actuellement tire les prix vers le bas. Donc la solution de revendre son bien ultérieurement beaucoup plus cher, c'est à jauger parce que ça dépend de la conjoncture économique, le moment où on souhaite vendre. Quant au placement financier, c'est quoi leur risque? Alors le principal risque, c'est uniquement la volatilité du marché. Par exemple, en 2008, on a eu la chute libre du marché et pour contrer cette volatilité, quand on fait des placements sur des marchés financiers, cela nécessite d'avoir une vision long terme pour effectivement amortir les crises et les chutes importantes. Comme je vous disais, en 2008, le marché a baissé, mais il a dès lors rattrapé son retard et il a même doublé. Donc la clé, c'est d'être patient. En 3, je voulais vous parler aussi d'un élément important qui est l'accès à la liquidité entre ces deux placements. Pour l'immobilier, cela n'échappe à personne. La liquidité est très faible. Car pour avoir du cash, il faut vendre son bien. Et vendre un bien à un bon tarif nécessite 3 à 12 mois selon le marché. Sauf si bien évidemment vous êtes très bien situé et que cette zone est prisée par les investisseurs. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ici, nous parlons des généralités et pas des cas individuels. Parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'acheter dans une zone prisée. Quant au placement financier, vous l'aurez compris, il est très liquide. C'est-à-dire, vous avez facilement accès à votre argent en cas de besoin. Il vous suffira tout simplement de vendre vos actions ou vos ETF en quelques clics. Et ensuite intervient un autre gros point qui nécessite qu'on passe du temps pour regarder les frais, toujours pas très transparents. Quand vous souhaitez acheter un bien immobilier, on ne vous dit pas tout ça. Alors, concernant les frais et la fiscalité de ces deux investissements. Concernant l'immobilier, pour finaliser l'opération, vous allez débourser tout un tas de frais. Les frais de notaire, les frais d'agence pour le montage de votre dossier, les frais de garantie. Et une fois que le bien est financé, chaque année, vous avez une taxe foncière à régler. Ça, il faut le prévoir. Ensuite, vous avez un impôt sur les revenus locatifs qui varie de 20 à 30%. Ça, il faut aussi prévoir. Et cet impôt est également annuel. Chaque année, vous payez des impôts et la taxe foncière. Sauf si vous optez pour un programme de financement avec une option de défiscalisation, mais ces programmes sont généralement assez chers, assez onéreux et ne sont donc pas accessibles à tout le monde. Et puis intervient le moment de la revente. Sachez que vous avez des frais notariés quand vous revendez votre bien. Et en plus, vous avez un impôt sur la plus-value immobilière que vous aurez engrangée. Basculant au placement financier. C'est quoi les frais et l'imposition? Oui, quand vous basculez sur les marchés financiers, quand vous allez acheter des actions, vous payez des frais à hauteur de 1%
ou 2% selon les établissements. Ça s'appelle des droits d'entrée. Rappelez-vous, chez le notaire, vous payez 8% pour acheter un bien immobilier. En bourse, vous payez 1 à 2% grand maximum. Ensuite interviennent les frais de gestion en bourse, car les actifs que vous achetez sont gérés. Ces frais sont donc à surveiller et à négocier. Par exemple, pour un ETF, les frais de gestion partent de 0,1% à 0,5% annuel, grand maximum. Voilà, ce sera les frais annuels à payer tout au long de la vie de votre ETF. Et après, à la vente de ces actifs. Oui, tout comme dans l'immobilier, vous allez payer des frais pour les revendre. Ça s'appelle des droits de sortie. Mais comparé à ceux de l'immobilier, vous allez voir qu'ils sont aussi très faibles. 1%, voire 2% pour certains établissements pour céder vos actions. Donc, concrètement, c'est faible. Et concernant l'imposition, oui, les plus-values que vous engrangez via la bourse sont imposées, mais sont toujours beaucoup plus avantageux, comme vous allez le voir, d'autant plus qu'il y a plein de supports qui existent pour vous permettre de loger vos actifs et de les ressortir avec la plus faible, voire une imposition nulle. Donc la fiscalité peut être vraiment optimisée dans ces placements-là via l'assurance vie et le PEA. Plan épargne en action. Et sur cette chaîne, je vous parlerai de ces deux supports qui sont très intéressants. Petit clin d'œil à plusieurs abonnés qui ont sollicité une vidéo sur l'assurance vie. Ne vous inquiétez surtout pas, je suis en train de la concocter avec des chiffres. Elle sera bientôt disponible, restez connectés. Et je n'ai pas voulu finir ces généralités sans vous donner un petit bonus en plus. Sachez que quand on incite plusieurs personnes ou plusieurs particuliers aller dans un sens de l'investissement, comme notamment l'immobilier, cela permet aussi de soutenir une politique en filigrane. Car en achetant massivement les biens immobiliers, que ce soit sans option fiscale ou avec une option fiscale via tous les programmes qui existent, programme Borloo, programme Pinel et autres, le but est toujours de faire en sorte que les particuliers viennent soutenir les efforts du gouvernement dans sa politique de logement des populations. Car loger les populations est aussi un devoir qui incombe à l'État. Alors on a tout intérêt à présenter ce placement comme le meilleur des investissements. D'ailleurs, les banques aussi vous mettent les fonds à disposition pour propulser ce mouvement. Idem dans les placements financiers, je vous parlais des supports qui existent pour vous permettre rapidement de défiscaliser. Ici, on vous encourage à investir pour injecter de l'argent dans le fonctionnement des entreprises ou des institutions publiques, puisque l'État aussi emprunte pour soutenir ces projets. Mais vous comprendrez que le plus privilégié des deux, en termes de défiscalisation, ça sera forcément les placements financiers, grâce aux supports qui sont mis à disposition où on peut quasiment sortir de l'argent sans fiscalité. Et pourquoi? Parce que vous soutenez l'économie en direct. Ça devient un cercle vertueux. Vous mettez votre argent à disposition d'une entreprise qui, elle, va créer de la valeur et de la richesse et va aussi créer de l'emploi. Donc en effet, ça ruisselle et tout le monde a bénéficié un tout petit peu. Comparé à l'immobilier où vous achetez un bien et vous cristallisez du cash, quasiment personne n'en profite. Donc en guise de politique ou de morale en filigrane, quand vous investissez en bourse, vous participez à la création de valeur dans la société parce que tout le monde en profite. Alors que l'immobilier, c'est très personnel, c'est très égoïste, il n'y a que moi qui gagne. Nous reparlerons de cet aspect psychologique dans l'investissement boursier parce que c'est important aussi à savoir et à se donner des objectifs pour l'utilisation de son argent sur le marché. Certaines personnes ne le savent pas. Donc c'est important de se dire à quoi va servir mon argent. Est-ce qu'il va contribuer à créer un cercle vertueux dans la société où tout le monde en bénéficie? Alors à cette étape, nous allons passer au nerf de la guerre, à savoir la rentabilité. Et je vais vous étayer ces deux options avec un cas bien pratique. Dans ce cas pratique, j'ai mon client qui souhaite placer 20 000 € et il me contacte et me dit « Ghislaine, je veux placer mes 20 000 €, qu'est-ce que j'en fais ?» J'aimerais aller dans l'immobilier parce que je sais que je peux emprunter et de ce fait trouver un locataire qui va payer l'emprunt. Et quand il aura payé tout mon endettement, je vais revendre le bien et faire des grosses plus-values. Mais en même temps, je me pose la question en me disant, voilà, avec toute la contrainte bancaire de se dire qu'on détient un prêt, si je n'ai pas de locataire, si j'ai un problème de travaux, je suis vraiment embêtée et je me demande si je ne dois pas prendre ces 20 000 et tout simplement les mettre en bourse. À ce moment-là, j'ai besoin de toi pour m'éclairer. Est-ce que tu peux me calculer la rentabilité concrète sur ces deux placements-là? Je veux aller sur 15 ans d'emprunt. J'ai dit à mon client, ok, ça c'est des super défis que j'adore. Alors contrairement à l'autre vidéo, je vous avais fait une vidéo où je vous montrais en tableau d'amortissement en visuel. Beaucoup de gens m'ont contacté pour me dire qu'ils ont décroché à un certain moment parce que ça devenait très technique et ils ont utilisé leurs 30 minutes offertes. Dans notre programme d'accompagnement, on a 30 minutes offertes. Il suffit d'aller sur notre site web, de renseigner votre numéro de téléphone et de nous décrire brièvement votre projet. Alors j'ai décidé de changer de méthode en prenant un tableau classique pour écrire à la main et vous expliquer concrètement. Ce sera beaucoup plus simple.